L'affaire Palmade, là, puisque il vient d'être quasiment exonéré. Blessure involontaire, je crois. Oui, c'est ça. Blessure involontaire. Il est exonéré de toute responsabilité. Mais je suis désolé, ce monsieur est responsable. Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. Aujourd'hui, je reçois Claude Janvier. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle que vous êtes écrivain, essayiste, chroniqueur sur la chaîne TVADP. On vous reçoit aujourd'hui pour la sortie de votre dernier livre coécrit avec François Lagarde, dont le titre est « L'État profond français, qui, comment, pourquoi, point d'interrogation » chez K Éditions. Eh bien, on va parler tout de suite de ce livre. Je crois savoir qu'avec François Lagarde, vous avez insisté pour qu'il soit publié, en tout cas avant les élections européennes. Alors, pourquoi c'était si important pour vous avant cette date du 9 juin? Est-ce qu'il y a un enjeu derrière cette écriture, ce livre ou ces élections européennes en tout cas? Mais il y a un enjeu, effectivement, parce que déjà, bon, c'est une pantalonnade, hein, ces élections européennes qui arrivent, là, ça va être une véritable pantalonnade, puisqu'il y a un duel, il y a toujours le duel, le parti macroniste avait contre le RN, donc de toute façon, on sait très bien que les dés sont pipés, puis de toute façon, ça veut plus rien dire. Hein, et là, on nous gratifie d'ailleurs du débat Mapen-Lecron, enfin, ou Macron-Le Pen, on ne sait plus. Bon, enfin, c'est un ridicule total, mais c'est fait pour amuser la galerie. Et en réalité, bon, ça fait à peu près 4 mois qu'en février, donc mon ami François Lagarde m'appelle et me dit, écoute, Claude, on pourrait écrire un livre sur l'État profond français. Moi, j'ai dit, écoute, oui, pas de souci, mais moi, je voyais ça dans un an, parce que, quand même, il y a beaucoup de travail derrière. Il me dit, non, ce qui sera intéressant, c'est de le sortir avant les élections européennes. Et j'ai dit, en 3 mois, c'est un peu... il me dit, écoute, j'ai les informations, toi aussi tu les as, donc si on s'y met, on le sort. Du coup, mon éditeur, K Éditions, Hichem Kassem, que je remercie avec son épouse Laïla d'ailleurs, que je remercie d'avoir joué le jeu, ils m'ont dit oui, ils ont bousculé leur agenda, et du coup, le voici, il est tout chaud, il est sorti le 15 mai 2024 pour démontrer effectivement l'État profond français, parce que derrière ces élections européennes qui ne mèneront certainement pas à grand-chose, malheureusement, c'était bon de faire un livre donc sur l'État profond français et qui, comment, pourquoi. Alors, on a de la chance de vous avoir justement quelques jours après la publication de ce livre. Oui. Merci de vous être déplacé. Mais c'est quoi pour vous l'État profond? Et surtout, à qui s'adresse ce livre? Est-ce qu'il s'adresse à des non-initiés, à des non-initiés, ou à un public aguerri? Ah non, ce livre s'adresse vraiment à tout le monde, aussi bien des initiés qu'un public non-initié, non-aguerri, un peu aux arcanes du pouvoir. Alors, ce qu'il faut comprendre dans l'État profond français, mais comme dans les États profonds d'ailleurs de tous les États, c'est que c'est pas Emmanuel Macron pour la France, c'est pas les ministres, ils sont connus, ils ont pignon sur rue, entre guillemets, les projecteurs sont braqués sur eux. Non, l'État profond, on veut vraiment parler de ceux qu'on ne voit pas, ceux que nous n'entendons pas, ceux qui sont les éminences grises et ceux qui font fonctionner en fait le pouvoir. Et là, c'est essentiel de comprendre qui ils sont, comment ils fonctionnent et quel réseau ils utilisent. C'est ça qui est intéressant à montrer et à démontrer. Alors évidemment, tout ce qui est écrit dans notre livre est sourcé et documenté. Hein. On s'est appuyé sur des faits, c'est factuel. On peut nous taxer de ce qu'on veut en tant qu'écrivain, mais là, pour le coup, on est toujours factuel. Donc alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une collusion aujourd'hui, et de plus en plus, entre la haute fonction publique et le privé. Quand je dis le privé, évidemment, je fais référence ici aux grands PDG des multinationales françaises, ceux qui tiennent les réseaux, etc. Donc il y a une collusion de plus en plus entre le domaine public et le domaine privé, ce qui ne devrait pas être
Parce qu'en réalité, chaque domaine devrait être quand même indépendant. Or, il ne l'est plus. Si tant est qu'il l'ait été, mais quand même, il y a 50 ans, il était un peu plus indépendant, et aujourd'hui, il y a vraiment une collusion entre les deux, ce qui fait que il y a des gens de la haute fonction publique qui tout d'un coup passent dans le privé, et vice-versa, des gens du privé qui passent dans la haute fonction publique. Alors, quand on passe de la fonction publique dans le privé, on appelle ça du pantouflage. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est très imagé. Et quand on passe du domaine privé dans le public, on appelle ça du rétro-pantouflage. Mais toujours, c'est l'image de la pantoufle, les pantoufles. Et les pantoufles, c'est synonyme d'aisance, de luxe, de conserver ses acquis et ses avoirs. Voilà, ça, c'est en quelque sorte les rouages de comment ça se passe au niveau de l'État profond français. Voilà. Et on va y revenir justement oui. sur ces rouages. Vous débutez ce livre par un état des lieux politique du pays, en détaillant un peu tous les partis, les mouvements, les groupuscules, ce que vous appelez les groupuscules qui existent en France. Pourquoi cette entrée en matière en guise d'introduction? Pourquoi c'était important de rappeler un peu qui est le Parti socialiste, le MoDem Ben, c'est important pour les gens de situer où nous en sommes aujourd'hui dans le paysage politique, c'est-à-dire quels sont les partis politiques. Alors, est-ce qu'il existe encore ce paysage politique? J'ai envie de vous... voilà. Oui, non, c'est un fond du droite-gauche aujourd'hui, mais vous savez, la droite et la gauche, depuis François Mitterrand, ça n'existe plus vraiment. Il est bien évident que depuis 1981, date à laquelle François Mitterrand a été élu, on a assisté à un bal de la cohabitation. Un coup, il y avait un premier ministre de droite, et puis François Mitterrand toujours à la tête de l'Élysée, qui soi-disant était socialiste, et puis une autre fois, c'était un premier ministre socialiste. Mais bon, en fait, tout ça, c'est un espèce de fondu, où tous les gens qui tiennent en fait ce pouvoir s'entendent très bien. C'est-à-dire en façade, et pour amuser la galerie, ils ne s'entendent soi-disant pas. En réalité, pour s'en mettre plein les poches et continuer à jouir du luxe et des ors, je dirais, de la République, ça, ils s'entendent très bien. Donc déjà, alors ça nous a paru essentiel de montrer quelles sont les forces en présence. Et d'ailleurs, c'est un article que j'avais coécrit il y a pas si longtemps avec mon ami Lucien Cerise, qui est écrivain. Et d'ailleurs, je le cite puisqu'il est co-auteur avec moi de cet article. Et ça nous a paru intéressant de situer quelles sont les forces de présence, mais surtout de mettre en exergue quels sont les véritables opposants. La véritable opposition, pas l'opposition contrôlée aujourd'hui qu'on nous présente comme étant de l'opposition qui n'en est pas une. Là, on parle vraiment de la véritable opposition. Et cette véritable opposition se situe aujourd'hui, et c'est décrit dans cet article, dans les milieux souverainistes qui veulent sortir de l'Europe et qui prônent le Frexit, et aussi dans cette espèce de nébuleuse de mouvements classés entre parenthèses extrême droite, alors qu'en fait ils sont pas plus extrême droite que le reste, mais ça a été classé comme ça, c'est un peu facile, comme ça on met le doigt sur une minorité et on jette l'opprobre sur ces mouvements. Mais en réalité, la véritable dissidence et la véritable résistance figurent dans ces mouvements. Alors après, on a essayé de chiffrer, toujours un peu difficile, je dirais le nombre de personnes qui sont dans ces mouvements. Bon, il apparaîtrait qu'il y a à peu près peut-être 1 million de personnes, je dirais, dans le noyau dur, et après quelques millions de gens qui seraient plus ou moins sympathisants. Mais comme d'habitude, et c'est une constante au sein des pays, il y a une majorité de gens qui ont un effet, mais là il y en a certains qui vont grincer des dents, mais à ce que je vais dire, mais qui sont un peu, qui vont vers une moutonisation, je dirais, et une minorité de gens qui essayent de regarder un peu ce qui se passe réellement, qui essayent de décoder et qui essayent aussi d'alerter sur le fait que nous ne sommes pas partis du tout et de moins en moins dans la bonne direction. Voilà, avec cette Europe qui est en train de nous détruire à petit feu.
C'est ce qui fait partie aussi peut-être du système de la poudre de perlimpinpin. Je dis ça parce que justement dans ce livre, vous montrez les liens et les organisations qui gravitent autour d'Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs le point de départ de ce livre. Alors vous retracez son ascension, son parcours. On comprend que c'est un personnage quand même clé de cet État profond, français en tout cas. C'est exact. En fait, Emmanuel Macron a quand même fait un stage, entre guillemets, à la banque Rothschild. Hein. On en revient souvent d'ailleurs à la dynastie Rothschild quand on parle de l'État profond, même mondial. Et ça, c'était mon précédent ouvrage qui s'appelait Les Démasqués. Mais pour la France, Emmanuel Macron, comme par hasard, donc a travaillé à la banque Rothschild. Tout comme Pompidou, d'ailleurs, en 73, travaillait aussi, était un ancien de la banque Rothschild. Et d'ailleurs, lequel Pompidou nous a amené la fameuse loi de 73, où à l'époque, l'État pouvait encore emprunter de l'argent à la Banque de France à un taux quasiment zéro, et qu'après cette loi dite de Rothschild, 73, dite de Rothschild, je dis bien, eh bien l'État a dû commencer à payer des intérêts, etc. Et là, on a commencé le début de la spirale descendante. Mais pour en revenir à Emmanuel Macron, il a commencé donc sa carrière au ministère de l'économie et des finances, Bercy, qui est quand même le cœur de l'État profond en France, puisque c'est quand même le poumon de l'État au niveau économique et financier. Il a commencé sa carrière en tant que ministre, et c'est à cette époque d'ailleurs qu'il nous a bradé Alstom. Et ensuite, il a été propulsé par les réseaux, et ça c'est expliqué dans notre livre, par les réseaux, donc au sommet de l'État. Et il y a une agence de communication d'ailleurs qui s'est occupée de lui, qui a été créée de mémoire en 2013 par un dénommé Sylvain Faure, un jeune loup aux dents longues, qui donc a propulsé Emmanuel Macron au pouvoir, avait créé, ce monsieur a créé une agence qui s'appelle Steve Holt, et cette agence s'est occupée de sa communication, et donc c'est grâce à cette agence, donc grâce à Sylvain Faure, que Emmanuel Macron a eu 8000 articles de presse, on s'en souvient, avant son élection de 2017, sans compter les interviews télé, radio, etc. Donc, ce monsieur qui était un parfait inconnu du grand public est passé au sommet de l'État grâce à une campagne de communication, grâce effectivement à la poussée de réseau et à la poussée donc de l'État profond français, quoi. Alors, vous mettez un coup de projecteur sur Emmanuel Macron, mais pas seulement, sur plusieurs personnages clés de l'État profond. Et ils ont tous en fait des ramifications les uns avec les autres, on se rencontre. Et surtout, il y a aussi les clubs dont vous parlez, les organisations, secrètes ou non, les think tanks, alors qui contribuent à leur ascension à chacun en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est des points clés qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que Emmanuel Macron donc a été mis au pouvoir. C'est un plan. Il a été adoubé par un certain nombre de réseaux. En plus, c'est quand même un homme qui incarne donc la poussée anglo-saxonne, de la mainmise américaine et anglo-saxonne donc sur la France. Et il l'a fait, il a été mis là grâce à un certain nombre de réseaux qui sont effectivement des clubs secrets discrets. Les deux termes sont intéressants, comme l'Institut Montaigne que nous décrivons, qui est un élément clé du paysage de l'État profond français, comme le Cercle Turgot, qu'en est un autre, comme le Club du siècle, le fameux Club du siècle, qui en est un autre aussi. Donc, on voit bien que... Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tous ces gens qui sont à la fois au siècle, à l'Institut Montaigne, et qui le lendemain occupent des postes, et qui parallèlement plutôt occupent des postes importants au sein de l'État, sont interchangeables en fait. Une fois ils sont présidents du club du siècle ou ils sont vice-présidents, le lendemain entre guillemets ils sont effectivement à l'Institut Montaigne, le surlendemain ils sont à un think tank qui s'appelle Terra Nova, qui est soi-disant de gauche mais qui en fait, comme je l'ai dit précédemment, droite-gauche ça veut plus rien dire, il faut oublier ce concept qui est un concept has-been pour employer un terme anglo-saxon. Mais
Et on se rend compte de la fatuité un peu de ce clivage droite-gauche ne veut plus rien dire du tout. En réalité, c'est une caste au pouvoir qui veut continuer à garder leur position et tout en continuant, comme on l'a déjà dit, à s'en mettre plein les poches, à avoir des voitures de fonction, des chauffeurs, des appartements souvent à des prix cassés, enfin etc., toutes les jouissances, voilà. En réalité, moi, je n'aurais rien contre un exécutif qui pourrait jouir d'une certaine aisance, car après tout, diriger un pays n'est certes pas de chose facile. Mais là où ça ne va pas, c'est que dans notre cas en France, c'est que cet exécutif jouit de plus en plus donc des faveurs de la République, pille de plus en plus notre État, au détriment du bien-être des peuples. Et c'est ça qui est malheureux, et c'est ça qu'il faut effectivement montrer du doigt. Voilà, c'est ça qui me paraît important. Comment, selon vous, et pour quelles qualités, si on peut appeler ça des qualités, tel ou tel personnage sera mis en avant, sera propulsé comme Emmanuel Macron? Pourquoi aurait-il été choisi pour arriver à la tête du pays et gouverner C'est un grand fidèle, hein. C'est un grand fidèle à l'oligarchie financière mondiale apatride anglo-saxonne. C'est la dynastie Rothschild, hein, entre autres. Parce qu'il n'y a pas que les Rothschild, les Rockefeller, etc. Mais Emmanuel Macron est un homme de Rothschild, façonné par Rothschild. Il faut pas oublier aussi l'importance aujourd'hui que tous les politiciens français, et même les politiciens européens d'ailleurs, ont fait tous un stage au Global Young Leaders, qui a été créé en 2004 par le patron de Davos, qui vient de prendre sa retraite d'ailleurs. Au revoir, adieu. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, très sincèrement. Voilà. Bon, disons qu'on en aura un autre, mais voilà. Il va peut-être garder un peu, je pense, un œil. Mais disons que Klaus Schwab, ma foi, voilà. Et qu'il disparaisse, mais de toute façon, son œuvre va continuer. Donc, pour en revenir aux politiciens, effectivement, ils sont tous formatés, ils passent tous par le Global Young Leaders. C'est intéressant d'ailleurs parce que quand on regarde un peu qui est passé par le Global Young Leader, on aperçoit des noms connus. Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Marlène Schiappa. Et oui, la Marlène Schiappa, notre Marlène, je dis notre Marlène évidemment entre guillemets, qui avait l'air un peu, ma foi, un peu stupide, mais elle a été formatée par le Global Young Leaders. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un façonnage. C'est un façonnage des esprits. Et après, ils sont tous dans le même moule. Alors, ce qu'Emmanuel Macron a réussi à faire quand même, et ça c'est quand même intéressant de le noter, on en parle dans notre livre d'ailleurs, c'est qu'il a réussi à balayer l'arrière-garde des hauts fonctionnaires d'État et qui pouvaient encore tenir la route et diriger notre pays à peu près convenablement, pour les remplacer par des jeunes loups. Et des jeunes loups aux dents longues. Ça, c'est intéressant quand même. Et le coup de grâce, il l'a donné en 2023, quand il a signifié au corps diplomatique français que ils avaient le choix, soit ils rejoignaient le pot commun des administrateurs de l'État, soit ils dégageaient. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus d'ambassadeurs, nous n'avons plus indépendant, je dirais, hein, avec une certaine indépendance et une certaine aura. Le corps diplomatique en tant que tel n'existe plus. Maintenant, c'est un fondu dans l'administration, dans la haute administration publique, contrôlé bien évidemment par Emmanuel Macron. Ça, il fallait le noter quand même. Alors, il y a un autre point qu'il faut noter. J'ai pas mes notes là, mais je vais le décrire à peu près. C'est ce qui est intéressant. Moi, on s'est intéressé beaucoup au cumul quand même des postes que pouvait avoir une haute administration. Enfin, de hauts responsables. Et on cite le cas d'un monsieur qui s'appelle Renaud de Vabre. Non, pas de Vabre, comment il s'appelle? Denoy de Saint-Marc, je confonds avec un autre. Renaud Denoy de Saint-Marc. Il a été effectivement secrétaire général de l'Élysée dans 86 et 95. Donc il avait un haut poste. Mais en même temps, il a cumulé tout au long de sa carrière, tout un tas de postes. Donc, il a été secrétaire général de l'Élysée. En même temps, il cumulait une présidence du CEA, commissariat à l'énergie atomique. En même temps, il cumulait présidence de l'ENA. En même temps, il cumulait président de la Fédération des chasseurs.
Il a été au Conseil d'État, il a été au Conseil constitutionnel, mais tous ces postes-là se sont chevauchés les uns avec les autres. Et il a été pour aboutir aussi à la présidence du Club du siècle. Alors, c'est certainement un monsieur très intelligent, je n'ai aucun doute sur son intelligence, je n'ai aucun doute sur son bagage intellectuel. En revanche, moi, ce qui m'étonne, c'est comment une personne, aussi intelligente soit-elle, peut-elle cumuler autant de postes et les tenir convenablement? C'est impossible, c'est impossible. On peut peut-être arriver à cumuler 1, 2, voire 3 postes, mais pas une dizaine ou une quinzaine de postes. C'est impossible. Donc ça montre bien cette espèce de mainmise de l'État par des gens qui sont en fait inconnus du grand public. Je suis à peu près certain que Renaud Denoy de Saint-Marc est inconnu du grand public, comme d'autres. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment dans le cœur de l'État profond français. Voilà, c'est tenu par la haute administration publique. Alors, autre point aussi également que vous soulevez, c'est tous ces anciens ministres qui finalement sont très vite recasés à d'autres postes. Et vous expliquez, vous en citez plusieurs. On peut citer Jean Castex, voilà, qui devient patron de la RATP, par exemple. On voit bien, ça marche très bien, la RATP. Ce matin, j'ai mis 1h30 de métro parce qu'il y avait des pannes de machin. Voilà, vous qui n'êtes pas parisien. C'est une horreur. Aussi, le métro, c'est censé aller vite. Et ben non, pas du tout. Il a fallu que je change de ligne parce qu'on s'en sortait plus. En plus, c'est bondé. Enfin, c'est une horreur. Merci Jean Castex. Mais enfin, on se souvient qu'il a des précédents quand même. Hein. C'est lui qui a géré la crise sanitaire. On se souvient de sa sortie, boire le café debout, c'est interdit, boire 6, c'est autorisé. Ah bon, fantastique. Mais effectivement, on a pris un exemple dans notre livre, Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur. Moi, je l'ai appelé le boucher, et j'assume mes mots, hein, je l'ai appelé le boucher des Gilets jaunes parce que ça a été vraiment ça. Il y a quand même eu 13 morts pour les Gilets jaunes. Il y a eu 150 personnes qui sont blessées, qui sont handicapées à vie. 27 personnes ont perdu un œil. Et il y a eu plus de 2000 blessés, plus ou moins graves. Sans compter les Gilets jaunes qui ont passé plus d'1 an en prison en tant que prisonniers politiques, qui n'ont jamais été jugés, 1 an et demi, et qui ont été relâchés ensuite sans être jugés. Mais quand on passe 1 an et demi en prison, bien évidemment, son travail, on l'a plus parce qu'il a explosé, et souvent sa situation familiale a explosé aussi. Donc, voilà. Et ce monsieur, pour le remercier, Emmanuel Macron lui a donné la Légion d'honneur. Ça, on va me dire, ça veut plus rien dire. C'est exact, mais quand même. Et il a été recasé président du tunnel du Mont Blanc et président du port autonome de Marseille. Fabuleux. En récompense de ses bons et loyaux services, entre guillemets, hein, bien évidemment. Donc tous ces gens-là sont recasés. Peu importe en fait leur CV, peu importe leurs aptitudes, ces gens-là sont recasés. Et ça aussi, les gens ne le savent pas. Mais malheureusement, voilà. Donc on est vraiment toujours dans cette notion d'état profond. C'est-à-dire où ils se refilent les bons postes, les bons tuyaux. Vous savez, c'est comme la fameuse série télé Starkey et Hutch, je sais pas si on se fait les bons tuyaux. Voilà. Bah c'est ça. C'est les bons tuyaux. Sauf que là, c'est vraiment des bons tuyaux. Est-ce que c'est pas seulement du piston? On pourrait appeler ça du piston. Du piston, du copinage. Mais ce qui est grave, c'est que malheureusement, ça reste entre eux. On est dans un précaré. On reste dans un précaré, c'est-à-dire que le sort du peuple, le sort des peuples, ça leur est complètement égal. En fait, le problème de toute cette caste, c'est qu'ils ont un mépris viscéral envers les peuples. Vraiment. Ils veulent pas du tout le bien des peuples. Et c'est ça le drame. Moi, je n'ai rien, comme je l'ai déjà dit, d'un exécutif qui serait bien payé, à condition s'il faisait réellement bien son travail, c'est-à-dire s'il prenait soin de la société, s'il prenait soin des peuples, et s'il faisait avancer les choses. Là, on est vraiment dans un rétro-pédalage, c'est-à-dire que on n'est plus du tout dans une société qui va dans le sens positif, qui va dans le bien-être des peuples, pour des gens qui sont
ultra payés qui s'augmentent tous les jours. Je vois les députés, les sénateurs s'augmentent quasiment tous les ans ou tous les 6 mois de primes alors que le SMIC n'augmente pas ou très peu, que les retraites n'augmentent pas. Et récemment, Gabriel Attal nous a gratifié d'une modification de l'assurance chômage. Enfin, on est vraiment dans de la répression pure et simple. Ces gens-là ont vraiment un mépris viscéral envers le peuple. Ouais, vraiment. Alors, on a cité, c'est vrai, le Club du siècle, on a cité l'Institut Montaigne. Est-ce que ces organisations, ces clubs, ont des liens étroits avec la franc-maçonnerie, par exemple? Oui, ils ont des liens étroits avec la franc-maçonnerie. Mais c'est vrai que le concept de franc-maçonnerie aujourd'hui est un petit peu has-been. Ça veut dire que cette franc-maçonnerie, elle existe toujours, mais je veux dire aujourd'hui, c'est plus un fondu qu'il y a 40 ou 50 ans. Il y a 50 ans, on savait, il y avait le Grand Orient d'un côté qui était le plus à gauche et la GNLF qui était plus à droite. Et bon, alors ces gens se mélangeaient sans le dire, il y avait un espèce de contraste. Aujourd'hui, on voit bien que c'est plus du tout la même séquence, qu'il y a un espèce de fondu. Ah, ça existe toujours, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, on est plus dans des réseaux, français, mais qui appartiennent à des réseaux mondiaux. Et là, je fais référence un peu à toutes ces sociétés Bilderberg, trilatérales, Club de Rome, etc., qui influent bien sûr sur le siècle, l'Institut Montaigne, etc. Toute cette espèce de diaspora donc anglo-saxonne, parce que c'est cela en fait. C'est voilà, on a dépassé un peu ce concept de la franc-maçonnerie pure et simple. Donc pour bien comprendre, l'État profond français n'est pas totalement indépendant. Non, non. Bien évidemment, il est pas indépendant puisqu'on est complètement sous la coupe de Bruxelles déjà, qui est laquelle Bruxelles est sous la coupe de l'oligarchie financière mondiale apatride anglo-saxonne. Et d'ailleurs, cette Bruxelles, c'est une honte absolue parce que ce ne sont pas les députés européens qui font la pluie et le beau temps au sein de Bruxelles, mais ce sont les commissaires européens qui, eux, ne sont pas élus par le peuple. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une présidente tout à fait illégitime à ce poste qui s'appelle Ursula von der Leyen, qui est totalement illégitime à ce poste parce qu'elle n'a pas été élue par les peuples, elle a été élue par les commissaires. Et ce sont eux qui dirigent Bruxelles, et ce sont eux qui sont totalement inféodés à l'oligarchie anglo-saxonne. On est dans un cercle vicieux. C'est pour ça que cette Europe, alors on en revient aux élections européennes, cette Europe n'est pas réformable de l'intérieur. C'est impossible, il faut le savoir. Alors je rejoins quand même Florian Philippot, par exemple, qui dit si on se fait élire, on sait, et il est honnête, on sait qu'on ne réformera rien de l'intérieur, mais au moins nous aurons une tribune pour s'exprimer. Alors, vu sous cet angle-là, effectivement, c'est positif. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte d'une chose. C'est quelles sont les tribunes à notre disposition pour pouvoir s'exprimer. Bien à part les médias libres indépendants, et je remercie d'ailleurs 442 qui fait un excellent travail, mais c'est vrai qu'à part les médias libres indépendants, à part quelques écrivains courageux et quelques maisons d'édition courageuses, l'information n'est pas visible. Le fait de pouvoir s'exprimer est devenu une gageure. On ne peut plus s'exprimer au sein d'un média mainstream aujourd'hui, alors qu'il y a 50 ans, c'était encore possible. Aujourd'hui, ce n'est quasiment plus possible. Donc, effectivement, cette Europe, ça serait intéressant d'avoir des gens qui puissent s'exprimer. Encore faut-il que les gens comprennent cela, ce concept, parce que c'est important de comprendre aussi que cette Europe n'est pas réformable de l'intérieur. En revanche, on peut-être pousser quelqu'un pour qu'il puisse s'exprimer à l'intérieur de l'hémicycle européen. Alors au tout début, à propos de ces élections européennes, vous nous avez dit c'est une pantalonnade. Donc ce qui finalement, est vrai. Voilà, est-ce que c'est pas utopique de la part de François, de Philippot, de dire finalement voilà, si on est élu, on aura une voix de l'intérieur. Est-ce que tout n'est pas joué d'avance là, d'ores et déjà? Et que tous ces petits partis qui sont très nombreux, très nombreux. Oui. C'est un problème. Le problème, voilà, c'est qu'il n'y a pas
C'est ça, mais c'est d'ailleurs ce qu'on explique un peu dans notre article quand on a fait quand on a décrit le paysage politique des forces en présence, c'est-à-dire qu'il y a un problème de fédération. Et alors, il y a un problème, les partis souverainistes ne sont pas fédérés, ce qui est dommage. C'est-à-dire que ce qui aurait été évidemment bien, ce serait qu'ils se fédèrent entre eux et qu'ils poussent une seule liste. Au lieu de cela, on a 2-3 listes différentes, et comme vous venez de le dire, on a quelques listes de petits partis, mais ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien parce que ça divise les gens qui vont voter. Donc, autant faire une seule liste, la pousser, mais bon, le problème, c'est que là, on tombe dans les relations humaines, vous savez, le facteur humain, et là, on peut tomber aussi dans des guerres d'ego. Bon, c'est un peu compliqué. Mais alors, quand je dis que c'est une pantalonnade, oui, c'en est une aussi, parce que on sait bien que toutes ces grandes listes des grands partis entre guillemets qui s'affrontent, en fait, ils ne s'affrontent pas. Ils sont là pour amuser la galerie et ils sont là pour essayer de conserver. On l'a vu avec le débat Attal Bardella. Voilà, c'est ça. Non, mais tout à fait. Donc donc voilà à peu près où on en est. En revanche, voilà, ce qui est dommage et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que cette Union européenne, oui, il n'est pas réformable de l'intérieur. Alors après, nous avons un autre problème au niveau des élections en France, c'est le taux d'abstentionnistes. Beaucoup trop de gens s'abstiennent. Alors, il y a des gens qui me disent oui, mais aller voter, ça sert à rien. Oui, d'accord. Mais ça sert peut-être à rien, mais non, ça ne sert pas à rien parce que en réalité, qui va voter aujourd'hui? Les militants purs et durs des partis. Et qu'un politicien soit élu avec 5 ou 10% des voix, il n'en a qu'un. Il est élu. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que moi, j'incite les gens à aller voter, mais même s'ils veulent pas voter pour un candidat, ils peuvent voter blanc. Alors, on va me dire, oui, mais le vote blanc n'est pas reconnu. Certes, mais en allant voter, vous signez les feuilles. Votre nom est inscrit dans la liste des votants. Ce qui veut dire que vous êtes comptabilisé comme quelqu'un qui s'est déplacé aux urnes. À ce moment-là, eh bien, s'il y avait un pourcentage X de gens qui ont voté blanc, ben, forcément, ça va se refléter. Parce que s'il y a 80% de gens qui vont voter, admettons, et qu'il y a 40% de gens qui vont voter blanc, ben, même si c'est pas comptabilisé, voilà, ça veut dire qu'il y aura un désaveu politique. Or là, en s'abstenant d'aller voter, eh ben, on ne sait pas si la personne, elle a ou un désaveu politique, ou alors, ce jour-là, elle a envie d'aller à la pêche, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc, à un moment donné, je pense que la solution est quand même d'aller voter. Mais peu importe pour qui, mais aller voter. Et aller voter de préférence soit pour un parti qui va pousser le Frexit, parce que de toute façon, sans le Frexit, on s'en sortira pas. Il faut bien avoir conscience que la France, si elle ne sort pas du joug de Bruxelles, elle ne sortira pas du joug de l'empire anglo-saxon, et donc ça va continuer comme avant. Donc il faut pousser soit un candidat qui pousse vers le Frexit, soit si vous n'êtes pas d'accord avec ça, votez blanc, mais allez voter. Alors j'aimerais qu'on revienne un petit moment sur les sociétés secrètes que vous avez, et notamment la franc-maçonnerie et le Grand Orient dont vous avez dit qu'elles étaient has-been. J'ai reçu il y a quelques semaines le général Didier Tauzin. Oui. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a écrit ses mémoires, donc à l'occasion de la sortie de ses mémoires, il est venu. Et dans ses mémoires, il explique qu'il a voulu se présenter aux élections européennes de 2017. Donc il a créé une association, Rebâtir la France. Et pendant qu'il cherchait ses parrainages, il a été approché par des sociétés secrètes, dit-il. Il nous a finalement lâché un nom d'une société secrète. Il a bien voulu, alors que dans son livre, c'est pas signifié. Le Grand Orient, à plusieurs reprises, plusieurs sociétés secrètes sont allées le chercher. Et l'année dernière, une personne encore d'une société dite secrète l'a appelé en lui disant, donc je cite, « On ne veut plus d'Emmanuel Macron et on a pensé à vous pour le remplacer ». Alors, je signifie quand même, j'insiste sur le fait qu'il a toujours refusé en déclarant que lui, son intérêt, c'était de servir la France et certainement pas une de ces sociétés secrètes. Mais 2023, on lui dit on ne veut plus d'Emmanuel Macron.
Alors, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'ils nous disent qui sont ces sociétés secrètes qui l'ont contacté. Ça aurait été très intéressant parce que le Grand Orient, en fait, c'est pas vraiment secret. Le Grand Orient, un pignon sur rue, hein. On peut passer à Paris devant leur bâtiment. Je veux dire, c'est pas secret. Moi, ce qui m'aurait intéressé, et je pense qu'il aurait été intéressant, effectivement, c'est de savoir qui l'a appelé. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Alors, bon, c'est peut-être très vrai ce qu'il a déclaré, je ne mets pas en doute. Hein. Maintenant, est-ce que dans la réalité, est-ce qu'il y a vraiment des réseaux qui vont aller contre Emmanuel Macron? Ça, on verra. De toute façon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans le cas d'Emmanuel Macron, il en est à son 2e quinquennat. D'après la Constitution, il peut pas en briguer un 3e. Je dis bien d'après la Constitution. Il peut pousser pour modifier la Constitution, parce que quand on s'appelle Emmanuel Macron, il est capable de tout. Donc il peut le faire. Mais s'il le fait pas, 2 quinquennats, terminé. Il y aura forcément quelqu'un d'autre qui sera élu. Maintenant, ce qu'il brigue, lui, c'est de devenir, un peu plus tard, président de l'Europe. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir remplacer Ursula von der Leyen. Et il se verrait bien, effectivement, chef incontesté de l'Europe, puisqu'il s'est déjà posé en chef incontesté de la guerre, puisque c'est le chef de guerre et le chef de file en Europe d'aller garroyer en Ukraine contre la Fédération de Russie. Donc, c'est ça qu'il est en train de propulser aussi. Et ce qui est en train d'être propulsé, mais ce n'est pas uniquement l'œuvre d'Emmanuel Macron, c'est aussi que l'Europe devienne un État fédéral. C'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fondu, c'est-à-dire aujourd'hui, nous allons de plus en plus au sein de l'Europe d'un fondu de tous les pays de l'Europe occidentale. C'est ça, c'est voulu. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile pour un gouvernement mondial de diriger un État fédéral que d'avoir une multitude de pays, une multitude de nations et une multitude de cultures. C'est pour cela aussi que la culture française est totalement annihilée, que la France est sous les tirs de canon de l'oligarchie financière mondiale états-unienne. C'est parce qu'il faut faire disparaître la France, qui est quand même un des pays phares de l'Europe, avec l'Allemagne. Il fallait faire disparaître la France, et c'est ce qui est en train de se passer. Tout ça pour créer un État fédéral européen, mais nous y sommes. Nous nous dirigeons, malheureusement, si on n'y met pas bon ordre, vers cela. Et ça, c'est dommageable. Parce que c'est très facile après, pour un gouvernement mondial, bien évidemment, de contrôler un État fédéral européen. Et c'est ce qui est malheureusement en train de se passer, de se dérouler sous nos yeux. C'est pour ça qu'il est vraiment urgent de mettre un terme à cela. Et de sortir un peu de tout ça. Alors, ça passe aussi par la situation économique en France, qui est de plus en plus catastrophique. Une dette qui s'élève à plus de 3 000 milliards d'euros. Et vous en parlez, notamment dans votre livre, vous expliquez comment cette dette a augmenté d'année, de décennie en décennie. Et ça fait partie également du projet de construire cet État fédéral. C'est ça. Malheureusement, on est dans une dette abyssale aujourd'hui, qui dépasse, et on l'a décrit dans notre livre, qui dépasse les 3 000 milliards d'euros. Une dette abyssale. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que l'Europe, depuis la création de l'Europe, on nous le joue au violon, on nous dit oui, l'Europe c'est magnifique, ça a apporté un tas de choses, oui, effectivement. Enfin moi, j'ai noté de mémoire quand même 2 chiffres intéressants, entre guillemets, plutôt malheureux. 1996, il y avait 25 millions de pauvres au sein de l'Europe, donc sur 448 millions d'individus. Aujourd'hui, on est à plus de 100 millions de pauvres en Europe. Et l'Europe est censée nous avoir apporté des bienfaits. Pas pour réduire la pauvreté, en tout cas, hein. Parce que les chiffres que je suis en train de vous donner là, ce sont des chiffres documentés. Donc on va sur plus de paupérisation, on va sur plus d'inflation, on va sur des stagflations, sur une stagflation. Ça veut dire qu'aujourd'hui l'économie française stagne, mais l'inflation galope, et pas qu'en France d'ailleurs.
On en est à un bradage de nos industries. Les marins pêcheurs sont dans une mouise noire à cause de l'Europe. Les agriculteurs, c'est pareil. D'ailleurs, on a un chapitre, nous, on a fait un chapitre dans notre livre sur la FNSEA. On est vraiment dans une situation de plus en plus catastrophique et tout ça par l'Europe. Parce qu'on obéit comme des bons toutous à l'Union européenne, qui nous a imposé le diktat anglo-saxon. Là, prochainement, c'est les Jeux Olympiques à Paris, fantastique. QR code, crédit social, reconnaissance faciale, tout ça, c'est en train d'être mis en place. Et c'est pas parce que ça va être un peu comme la vignette automobile, on se rappelle, c'était soi-disant pour une année pour aider les personnes âgées, et c'est resté, je crois, actif pendant 20, 30 ans, enfin je me souviens plus. Là, le QR code qui va être mis en place pour les JO avec et le pass, mais ça va continuer. Bien sûr que ça va continuer. Tout ça, c'est en train de s'enchaîner dans une Europe qui sombre de plus en plus dans de la folie, je dirais, parce qu'ici, presque on tombe de Caraïbes en Scylla, vraiment. Et c'est pareil pour cette monnaie numérique qu'on a annoncée, mais finalement qu'on ne voit pas arriver. C'est pas faux, mais c'est dans les tuyaux. Ça va arriver. Malheureusement, ça va arriver. Dans 5, 10 ans, ça va arriver. Mais c'est effectivement dans les tuyaux, puisque les crypto-monnaies, ça intéresse beaucoup les États, et pas que les États européens d'ailleurs. Hein, je veux dire, ça intéresse un bon nombre d'États. Donc, nous allons y arriver. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que le cash représente encore une valeur? Des fois, on est en droit de se poser la question, vu que c'est de la planche à billets. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout est dématérialisé. Donc, quand vous avez, je sais pas, 50 000 euros sur un compte bancaire, est-ce que ces 50 000 euros existent vraiment à la banque ou est-ce que c'est un jeu d'écriture? C'est-à-dire, si demain vous vous pointez à la banque en train de vous dire à votre banquier, je voudrais mes 50 000 euros, je suis pas certain qu'il vous les donne de suite. Il va vous dire, attendez, oui, non, on va peut-être laisser passer pas mal de temps parce que vous comprenez, on n'a pas une telle somme. Oui, non, mais d'accord, mais normalement, en tant que banquier, vous devriez être capable de générer la somme en cash. Ce n'est plus le cas. Donc, est-ce que on est vraiment dans un espèce de cycle étrange? C'est de la planche à billets, c'est factice, c'est tout d'un coup on sort 100 milliards, demain on envoie des milliards à l'Ukraine, on sait pas d'où ils sortent. C'est magique, hein, c'est de l'argent magique. C'est de l'argent magique, mais l'argent magique, ça n'existe pas. En réalité, ça génère de plus en plus de la paupérisation, de l'inflation, de la stagflation. Et quand on regarde où nous en sommes en France, on est quand même à 15 800 000 pauvres en France, rien qu'en France, sur 32 millions d'actifs, parce que le reste, c'est des enfants ou des retraités. Donc, ça commence à faire lourd. Il y a plus de 17 millions, je crois, de mémoire de gens en France qui ont des problèmes pour se loger, qui ont des grandes difficultés. Aujourd'hui, on est quand même de plus en plus dans une paupérisation, et pourtant, nous étions plutôt un pays riche, un pays industrialisé, un pays à la pointe de beaucoup de choses. C'est ça qui est dramatique. Vous savez, c'est un peu, on le cite dans notre livre, c'est un peu à l'image du paquebot France. À un moment donné, il fallait le détruire, donc toucher, couler. Tout. C'est malheureux, mais c'est ça. Quand on voit toutes les grandes réalisations que nous avons eues, le Concorde, Concorde, c'est une prouesse technique incroyable. Et il a fallu, bien entendu, s'apaiser pas aux anglo-saxons. Donc, à un moment donné, il a fallu prétexter que, le Concorde terminé. Mais, en France, nous avons été à la pointe de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on n'est plus à la pointe, on est à la traîne, vraiment. Moi, il y a un chiffre qui me fait mal. 2024, c'est 2 chiffres plutôt. C'est 2024, nous sommes passés 2e vendeur d'armes au monde, derrière les États-Unis. Effroyable. Et pire, ce que je vais annoncer là, pire, en 2024, nous sommes passés aussi juste derrière les États-Unis. La France, c'est le 2e consommateur de sites pédophiles en ligne, de consultation. Triste record. Ceci explique cela, peut-être.
on se retrouve avec une société de plus en plus malade, avec des politiciens malheureusement de plus en plus malades aussi. C'est quand même un triste record d'être le 2e pays au monde de consultation de sites pédophiles et de création de sites pédophiles. C'est un cauchemar. Pour un pays de 66 millions d'habitants, c'est un cauchemar. Juste derrière les États-Unis, c'est chaud quand même. Faut pas. Je pense que ça explique beaucoup de choses. Ça explique aussi pourquoi notre pays, on en est là aujourd'hui. Donc, on est en pleine déliquescence. Et je pense qu'il est vraiment grand temps de se réveiller. Vraiment. J'espère en tout cas que les spectateurs qui nous regardent écoutent attentivement votre message. Je voudrais qu'on évoque, et je pense que vous l'évoquez dans votre livre, ce projet de loi sur la fin de vie qui est en train d'être discuté à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez de cette loi, si elle passe, si elle est... C'est piégeux. C'est encore une loi qui va être piégée parce que c'est piégeux parce que c'est jamais animé de bonnes intentions. C'est ça qui est énervant derrière. C'est que, ma foi, quelqu'un qui est à bout de souffle, qui est très malade et qui de toute façon n'a plus que quelques mois à vivre, ma foi, s'il a envie effectivement, comme en Suisse, de se faire injecter une piqûre létale, je peux comprendre. Après tout, pourquoi souffrir inutilement quand on sait que de toute façon, bon, il n'y a pas rien à en attendre. Mais en revanche, ce qui est gênant derrière, c'est que comment une telle loi va être encadrée, c'est impossible, qu'elles sont encadrées d'une façon éthique et d'une intégrité absolue. J'ai beaucoup de doutes quand on voit ce qui s'est passé dans les EHPAD. On se rappelle au niveau de la crise sanitaire. J'ai énormément de doutes sur le fait qu'une telle loi puisse être appliquée dans une éthique absolue. J'ai vraiment des doutes. Donc on est vraiment dans un... C'est toujours un paradoxe. Vous savez, les paradoxes, moi, j'ai toujours trouvé ça assez étrange. C'est-à-dire que on pourrait penser aussi un gouvernement mondial, après tout. Un argument d'un gouvernement mondial, ça serait une planète sans guerre, sans criminalité, sans souffrance, puisqu'il y aurait plus de guerre, puisque tout serait dirigé par un gouvernement mondial, et que aucun pays commencerait à viser et à lorgner sur le pays voisin pour se faire la guerre. Ça, dans l'absolu, on pourrait se dire, oui, bien sûr, mais dans l'absolu. En réalité, le gouvernement mondial tel qu'il est poussé par des gens qui ne sont pas du tout altruistes, qui ne veulent pas le bien des peuples, encore une fois, qui ont un mépris viscéral envers les peuples et qui veulent juste garder leurs privilèges et contrôler une majorité de la population mondiale en les faisant travailler comme des esclaves de façon à mieux les exploiter. Donc c'est ça qui ne colle pas. En réalité, c'est toujours un problème où on va sur quelque chose de positif ou pas. Et le problème, on en arrive toujours à une idéologie derrière, c'est qu'il y a une idéologie destructrice chez nos élites, chez beaucoup d'élites. Et là, je fais référence pas à nos élites françaises, mais aussi à cette oligarchie financière mondiale apatride qui ne raisonne pas comme vous et moi ou comme d'autres. C'est-à-dire, ils vont pas vers quelque chose de positif. Ils se lèvent le matin avec une idée fixe qu'il faut continuer à accroître leur puissance, qu'il faut continuer à empocher de l'argent alors qu'ils sont riches. On se demande qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire de tous leurs milliards d'euros, et de continuer à contrôler la majorité de la population de la Terre. Et ils se couchent le soir avec la même idée. Mais c'est pas sain d'esprit du tout, c'est psychotique. Donc le problème, voilà, c'est qu'il y a une minorité de gens, faut le savoir, sur la planète qui existent et qui souvent se hissent à des postes de contrôle, qui sont pas du tout sains d'esprit, qui ont une tendance psychotique et psychopathe. Donc le problème, il est là. C'est un point clé qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que moi, j'essaie toujours de regarder, est-ce qu'un dirigeant d'un pays va dans le sens positif d'aider le peuple, son peuple, ou pas. Et malheureusement, force est de constater qu'en Europe, il n'y a aucun dirigeant pour l'instant en Europe qui veut le bien vraiment de son peuple, à part peut-être en Hongrie, M. Orban, et encore, j'ai pas trop pioché la question. Donc, c'est ça le problème, c'est est-ce qu'on a des dirigeants qui veulent vraiment le bien des peuples ou pas? En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est un monarque éclairé qui veut le bien du peuple. Parce qu'en fait, la démocratie, on nous en rabat les oreilles de la démocratie. C'est bien joli, la démocratie. Mais enfin, qu'est-ce que ça nous a rapporté en France, la démocratie, depuis qu'elle est là?
Elle nous a rapporté l'inflation et l'impôt sur le revenu et des guerres, parce qu'on a été guerroyé un peu partout. Fantastique, c'est ça la démocratie, où les peuples ne peuvent pas finalement s'exprimer, ça ne veut strictement rien dire. On se rappelle en 2005 quand même, quand les Français, par référendum, ont dit non au traité de Lisbonne, et que Nicolas Sarkozy et son premier ministre François Fillon ont dit « Ah bah vous avez dit non, bah nous on dit oui ». Ah bon, mais on a eu un référendum à 80% quand même, si de mémoire les Français ont dit non. Et puis tout d'un coup, nous avons deux dirigeants de l'État qui disent « Vous avez dit non, mais nous, on dit oui ». C'est un référendum. Fantastique. C'est une démocratie? Non, pas du tout. C'est une dictature. J'appelle ça une dictature. Alors on nous en rabat les oreilles, nous sommes dans un pays démocrate. Mais pas du tout. Puis de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire vraiment la démocratie? Grande question. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que l'État profond français ne sert véritablement pas les intérêts de la France, mais plutôt ses propres intérêts. Absolument, c'est ça. Est-ce qu'au sein de toutes ces organisations, de tous ces clubs, l'entente est parfaite? Ah non, quelquefois ils se crêpent le chignon, quand même, pour employer une expression. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent se crêper le chignon. Ils peuvent aussi de temps en temps avoir un fusible. Il y en a un qui paye. Il faut, parce que la situation commence à dégénérer, donc il faut avoir un fusible. On se souvient très bien de l'affaire Cahuzac, par exemple. Lui, il a servi de fusible. À un moment donné, je sais pas pour quelle raison c'était lui, mais enfin, il a servi de fusible. Bon, il a sauté. Mais au-delà de cela, ils peuvent effectivement avoir des mésententes. Mais ils s'entendent très bien, de toute façon, pour aller toujours pareil, sur les mêmes buts et les objectifs, en finalité. C'est ça le problème, c'est que eux s'entendent. Même ils ont des divergences, ils finissent par s'entendre toujours sur les buts et objectifs. Ce que ne fait pas, malheureusement, la dissidence. La dissidence, ils n'arrivent pas. Ils se crêpent le chignon sur des histoires d'ego ou autre, je ne sais pas. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'ils s'entendent pas non plus, en finalité, pour aller sur les mêmes buts et objectifs. Du coup, on a une espèce de nébuleuse où chacun fait sa petite liste. C'est dommageable, c'est dommageable. Et je pense qu'il est temps de supprimer un peu cette guerre d'ego. Je parle effectivement de ceux qui peuvent apporter quelque chose de bénéfique pour la France, pour nous, pour les citoyens français, et d'abandonner un peu cette guéguerre de chapelle, je dirais, qui n'apporte rien. Parce que de l'autre côté, eux, ils s'entendent très bien. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. On devrait peut-être essayer de créer une organisation bienveillante, bien sûr. Oui, hein? Absolument. Ah oui, bienveillante. Vous disiez pour créer le pendant de tout ce qu'il y a, dont je vois pas l'intérêt, effectivement. Mais peut-être qu'ils s'entendent bien aussi et qu'ils se soutiennent, parce qu'il y a aussi un échange aussi. Un échange de bons procédés, je sais pas, un échange de... Oui, aussi, ils s'entendent très bien parce que de toute façon, ils empilent aussi voilà. L'argent sur des comptes offshore, etc. Ils s'entendent très bien aussi parce que quelquefois, ils ont des dossiers. C'est-à-dire, parce que quand même, pas oublier quand même qu'il se passe des choses dans le privé un peu inavouables. Et là, je rejoins malheureusement, même un peu inavouable, très inavouable. Pas un peu. Et je rejoins un peu tous ces réseaux pédocriminels, puisque j'évoquais 2024 le triste record de la France. Et il y a quand même des choses un peu étranges, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et ils se tiennent un peu par voilà. Je vais pas dire le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. L'affaire Palmade, là, puisque il vient d'être quasiment exonéré. Blessure involontaire, je crois. Oui, c'est ça. Blessure involontaire. Il est exonéré de toute responsabilité. Mais je suis désolé, ce monsieur est responsable. Et on voit bien qu'il y a une justice à deux vitesses et que la justice ne fait pas son travail. Parce que je veux dire, quand vous passez une soirée privée et que vous prenez des drogues, ça s'appelle les soirées de chemsex. Alors chemsex, pour ceux qui savent pas ce que c'est chemical en anglais, sexe, chemical chimique. Drogue chimique, sexe. Donc c'est des partouzes orgiaques. Alors qu'ils le fassent en privé, jusque-là, après tout, chacun fait ce qu'il veut. Entre adultes consentants, bien entendu, pas avec des mineurs et encore moins avec des enfants. Mais quand ces gens-là prennent la route au volant de voiture, qui sont complètement défoncés, parce que c'est ça, on emploie les termes crus, les termes normaux, quoi, je dirais. Quand on est défoncé quand on conduit une voiture, on est responsable. On sait
quelque part, on sait ce qu'on fait, même si on est dans un état second. Donc la responsabilité, elle est présente, elle est là. Donc après qu'une personnalité soit exonérée de toute responsabilité parce que pour des motifs fallacieux et spécieux, eh bien non, ça veut dire que la justice ne fait pas son travail. Et de toute façon, la justice fait de moins son travail. Les notions d'éthique et d'intégrité ont presque disparu du domaine judiciaire. Et ça, c'est dramatique. Vraiment dramatique. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. On est responsable de ses actes, tout le temps, toujours. On peut être déclaré irresponsable par une certaine psychiatrie. Mais bref, c'est faux. En réalité, chaque personne est responsable de ses actes. Vraiment. Mais tout ceci interpelle, comme la pédocriminalité, qui est aussi qui subit une véritable omerta dans les médias, partout. Et là, je voudrais souligner le film de Pierre Barnerias qui est en tournée actuellement, Les Survivantes, et qui a donné la parole, voilà, à des femmes qui témoignent de ce que leurs enfants, je crois, ont subi ou qu'elles ont subi elles-mêmes. Et c'est pareil, on n'en parle pas non plus dans les médias de masse, non, voilà. Il y a une omerta. Il y a une omerta. Et pourtant, il faut aller voir le film de Pierre Barnerias, c'est bien évidemment. C'est un film qui danse, mais il y avait eu le même problème un peu avec Sound of Freedom, qui s'est fait quand même assez boycotter. Moi, je le sais parce qu'à un moment donné, le directeur du cinéma du Kinépolis de Rouen avait bien voulu le diffuser, donc j'étais invité à animer le débat derrière. C'est une dame à Rouen qui avait pris sur elle de l'organiser, de contacter le directeur du Kinépolis de Rouen, mais voilà l'omerta. Voilà l'omerta, effectivement, du tout le paysage audiovisuel et du cinéma français. Mais c'est pareil pour les films aussi de Laurent Firode, hein, Le Monde d'après 1, 2, 3, Laurent Firode, ses films ne passent qu'à l'espace Saint-Michel de mémoire, et en province pas du tout. Et dès que le film dérange et pointe du doigt des dysfonctionnements, il est boycotté, mais boycotté dans le mauvais sens, c'est-à-dire censuré. Du coup, ça montre bien que la liberté d'expression n'existe pas dans notre pays. Alors, c'est pareil, on nous dit un pays démocratique, bon, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Démocratie? Quelle démocratie? Il n'y a pas de liberté d'expression ici, de moins en moins. Pierre Barnerias sort un film fantastique qui dénonce les réseaux pédocriminels en France. C'est censuré. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont peur? Ceux qui censurent, ils ont peur de quoi? En revanche, toute la poussée reconnaissant la pédophilie est encensée toujours aujourd'hui. Je fais référence ici à une artiste, une pseudo-artiste, parce que pour moi c'est pas une artiste, Myriam Cham. On se souvient qu'a peint cette horreur d'un adulte nu qui se fait faire une fellation par un enfant, et cette toile a été exposée au Palais de Tokyo. Et à l'époque, je l'avais cité comme exemple dans mon livre Les Démasqués, en disant mais c'est de la propagande, c'est pas de l'art, parce qu'on m'a dit oui mais c'est de l'art, vous comprenez, c'est pas de l'art, c'est de la propagande, et de la propagande malsaine. Alors le Palais de Tokyo s'est défendu en disant oui non mais attendez, c'est pas une reconnaissance de la pédophilie, c'est juste on dénonce un crime de guerre. On dénonce un crime de guerre, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste un adulte se faire une fellation par un gamin à genoux, puis qu'est-ce que c'est ce truc? Ça dénonce quoi? Ça dénonce rien. Ça fait l'apologie de la pédophilie. Et c'était exposé au Palais de Tokyo. Et je veux dire, j'ai râlé, mais pas que moi. On a été nombreux à râler. Et la réponse du Palais de Tokyo, ça a été nous, vous savez, elle est exposée, on la décrochera pas. Et moi, ce qui m'étonne, enfin ça m'étonne de moins en moins malheureusement, c'est que ça part du sommet de l'État, mais il y a une horde en dessous de cheffaillants de la République, de petits fonctionnaires, là, genre direction du Palais de Tokyo, qui vont adouber ce genre d'œuvre, entre guillemets, si tant est que ça peut s'appeler une œuvre perverse. Emmanuel Macron lui-même s'est exprimé sur cette affaire. C'est exact. Donc on en revient encore au pouvoir, finalement, de l'État profond français. C'est vrai. C'est vrai. Mais malheureusement, c'est trop repris aussi par une horde, comme je le disais, de petits cheffaillants de la République. On se souvient de la crise Covid quand même. C'était intéressant. Moi, je veux dire,
Ce qui était intéressant, c'est bon, c'est parti du sommet de l'État. Ok, c'est arrivé chez les préfets, très bien. Bon, le préfet, c'est les rouages de l'État, après tout. Après, c'est arrivé chez les élus, un peu moins importants, style les maires, etc. Mais c'est arrivé aussi chez les commerçants. Moi, dans ma ville où je me baladais, je voyais de plus en plus des commerçants affichés « Je suis un commerce essentiel. Venez chez moi. » Genre, bah oui, tiens donc, ça veut dire que le voisin n'est pas un commerce essentiel. Lui, il avait le droit de pas manger. Lui, l'autre, il affichait commerce essentiel. Après, je voyais fleurir sur les concessions automobiles, ouverts dans le respect des règles sanitaires. Mais y avait-il besoin de faire une affiche là-dessus, de l'accrocher? Qu'est-ce qu'on en avait à faire que le garage en question ou le concessionnaire soit ouvert dans le respect des règles sanitaires? Mais franchement, on en a rien à faire. Pourquoi l'afficher? Ça veut dire que, bah oui, on est des bons toutous, hein, vous voyez, on suit bien les directives de l'État, oui, on se conforme bien. Oh là là, faut pas déborder, au contraire, on va jouer les serviteurs serviles. Et pour en revenir à des sujets beaucoup plus glauques que la pédophilie, bah c'est ça. Mais la pédophilie est quand même poussée depuis les années 68, depuis 68-70. On se souvient de Cohn-Bendit, qui d'ailleurs a toujours parle toujours dans les médias, est toujours invité chez LCI ou d'autres médias mainstream. Et quand même, ce monsieur fait l'apologie de la pédophilie dans son bouquin. Ah oui, et là je veux bien renvoyer au dossier de faits et documents qui a fait un fabuleux dossier et qui reprend tous les propos d'ailleurs de Daniel Cohn-Bendit, mais pas forcément, pas que. Et voilà, je renvoie les spectateurs, vraiment, il avait fait un dossier qui s'appelle Jeunesse, éducation et sexualité en Macronie. Et là, les gens pourront tout lire, surtout que c'est sourcé. Voilà. Non, mais c'est quand même une gangrène, hein, quand même. Hein. Parce qu'on cite Daniel Cohn-Bendit, il y a Jacques Lang, il y a... Oui, bien sûr. Ben, il y a l'épouse de feu Robert Badinter, hein. C'était pareil, c'était cité dans Faits et Documents, une déclaration incroyable d'Elisabeth Badinter, comme quoi une maman est forcément incestueuse. Je sais plus comment c'est formulé, et pédophile. Ah, mais on se dit Elisabeth Badinter. Mais toute cette espèce d'intelligentsia perverse, c'est ça, c'est une intelligentsia perverse, en fait, pourrit complètement toutes les sphères de l'État. C'est glauque quand même, c'est glauque et c'est encensé, c'est excusé par tout un tas de médias consentants médecins. Invraisemblable. C'est vraiment une dégénérescence totale de nos valeurs familiales, culturelles et de la société en général. Mais moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que pas beaucoup de gens quand même qui s'élèvent contre ça. Moi, je sais pas, hein, je serais parent aujourd'hui de petits-enfants, je serais bec et ongle, hein, en train de dénoncer ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale, de tous ces programmes inutiles qui sont poussés sur soi-disant l'éveil sexuel de nos bambins. Et on voit des horreurs. Moi, je n'ai rien contre quelqu'un qui est un drag queen, hein. Je n'ai absolument rien. Chacun est libre de faire ce qu'il veut à partir du moment où ça ne déborde pas sur une majorité de gens, et c'est à partir du moment où ça ne rentre pas dans le cadre d'un lobby qu'on est en train de vouloir nous imposer. Et à Bordeaux, hein, un spectacle de drag queen envers des bouts de choux qui ont entre 1 et 4 ans. J'ai pas vu beaucoup de parents s'opposer à cela. Alors qu'est-ce qu'ils ont, les parents? Ils ont envie que leur gamin soit complètement azimuté au niveau de leur éducation et de leur avenir. C'est ça qu'ils ont envie. À un moment donné, je pense qu'il est temps de dire non quand même à pas mal de choses. Hein. Moi, je suis quand même un peu étonné du manque de réaction quand même de beaucoup de gens. Je sais pas, ils sont atomisés, ou il y a une majorité de gens qui sont atomisés, ils se rendent pas compte, ou je sais pas. C'est étrange quand même, c'est étrange. Je dis pas qu'il faut être en guerre tout le temps, mais à un moment donné, il faut dénoncer un certain nombre de choses. Je pense que c'est nécessaire. Une désobéissance civile non violente, ça me paraît logique. Surtout quand ça menace notre propre survie, celle de notre famille et celle de notre environnement, et par ricochet, celle de notre pays, bien évidemment. Moi, je suis toujours étonné des fois du manque de réaction de beaucoup de gens qui disent « Ah bon, il se passe des choses ?» Ah oui, il se passe des choses, hein, je sais pas. Vous n'avez pas vu qu'il se passait des choses autour de vous? Non?
Non? Bon. Ok, bah, il va falloir se réveiller, hein. Il va falloir prendre un peu de café le matin, faut booster un peu. Dramatique. Ben, on pourrait déjà leur conseiller de lire votre livre, votre dernier livre. Pourquoi voilà. pas. Après, je leur fais une interrogation, sur écrite ou orale, pour voir s'ils ont... Non, mais je plaisante. Mais en tout cas, déjà, ça les informera sur ce qu'est l'état profond français. Ça a été le but du jeu. On a voulu essayer de faire un livre le plus pédagogique qui soit, en rassemblant un peu le puzzle et en essayant de décrire au mieux, de façon accessible, ce qui se passe. Et factuel. Et vous avez une belle conclusion tous les deux qui est assez positive, on va dire, une conclusion positive qui ouvre sur l'avenir aussi. Oui, voilà. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bah oui, comme quoi rien n'est écrit. Le futur n'est pas écrit, tout peut changer. C'est ça. Et même si on tombe dans le fond, on peut toujours remonter. Mais encore une fois, la décision nous appartient. La décision de chacun servira à cela. Effectivement, et quand on sait ça, oui, moi je perds jamais espoir. Je pense qu'effectivement tout peut changer. Les colosses aux pieds d'argile ne sont pas éternels. Merci beaucoup, Claude Janvier, d'être venu une seconde fois sur ce plateau. C'est un plaisir. Je rappelle le titre de votre livre, coécrit avec François Lagarde, L'état profond français, qui, comment, pourquoi, point d'interrogation chez K Édition. Et puis je vais vous inviter à signer notre livre d'or si vous êtes d'accord. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci à vous, merci, à bientôt.